Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de votre formation Angular qui s'appelle Coder avec RxJS. Une fois que vous aurez des notions en RxJS, vous pourrez vraiment prétendre être des développeurs Angular et vous serez tout à fait recrutable ou à jour sur cette techno, prêt à coder vos premières applications Angular en entreprise. Alors, au programme, on va parler de programmation asynchrone, ce qui est souvent un gros point de problème quand on débute avec JavaScript ou oui, toutes les technos JavaScript en général. Et on va voir comment utiliser ou programmer de manière asynchrone en utilisant les objets fournis par RxJS, l'implémentation JavaScript du pattern ReactiveX. On commence par voir ReactiveX et RxJS, mais avant ça, on va se faire un petit historique de comment est gérée la programmation asynchrone en JavaScript. Donc en JavaScript, on a plusieurs types de fonctions. On a des fonctions qui sont synchrones, c'est-à-dire que quand on appelle la fonction, rien ne se passe à part cette fonction, et quand la fonction a terminé, elle nous fait un retour et le fil d'exécution se poursuit. Mais on a aussi des fonctions asynchrones en JavaScript. C'est-à-dire que la fonction asynchrone, on lance l'exécution de la fonction, mais on n'attend pas qu'elle ait terminé de s'exécuter avant de passer à la suite. Et donc ça a des avantages. Ça nous permet d'être un petit peu multitâche dans notre application, mais ça a des inconvénients, c'est que c'est difficile pour le développeur de gérer ce fonctionnement asynchrone. C'est beaucoup plus intuitif quelque chose de synchrone, c'est-à-dire où tout s'exécute dans l'ordre ligne après ligne, que quelque chose d'asynchrone, où on peut lancer une exécution et puis on la laisse tourner toute seule et nous on continue l'exécution en attendant. Donc ces fonctions qui sont asynchrones en JavaScript, on a eu par le passé plusieurs manières de gérer ça. Et aujourd'hui, il existe tout un panel d'options qui nous permettent de gérer la programmation asynchrone en JavaScript. Alors, le problème vient du fait que cette fonction asynchrone ne nous attend pas avant d'arriver à la suite, avant d'exécuter la suite. Donc, on va prendre un exemple sur Internet. Voilà. On a ici une fonction qu'on va considérer comme étant asynchrone qui s'appelle createQuote. Donc c'est une fonction qui nous sert à créer une citation à partir d'un extrait qu'on lui passe en paramètre qui s'appelle ici quote. Donc imaginons que je veuille euh, attendre que cette fonction ait terminé de s'exécuter pour récupérer le résultat de createQuote. Si je fais createQuote ici pour créer la quote, je m'attends à pouvoir récupérer le résultat en mettant let result égale createQuote. Et en dessous, je pourrais faire un console log de result, par exemple, pour afficher ce qu'elle m'a renvoyé. Seulement si createQuote est asynchrone, ça veut dire qu'elle ne va pas m'attendre avant de passer à la suite. Donc mon console log que j'écris en dessous, il va s'exécuter avant que createQuote ait terminé. Donc mon console log, il va m'afficher rien du tout. Donc si on est dans un cas comme ça, c'est le problème de l'asynchrone. C'est-à-dire que createQuote ne nous attend pas. On lance createQuote, mais la suite s'exécute avant. Donc comment on fait pour, si jamais on devait attendre le résultat de cette fonction, pour par exemple faire un console log de ce résultat, ou envoyer ce résultat quelque part. La première solution qui est très manuelle, qui a été utilisée pour ça, c'est de dire, si la fonction ne nous attend pas, on va passer en paramètre de cette fonction asynchrone une fonction à exécuter une fois qu'elle aura terminé. Donc createQuote ici, vous voyez, on a créé une fonction log qui fait un console log de ce qu'on lui passe en paramètre. Et quand on appelle notre fonction asynchrone createQuote, on lui passe le paramètre pour qu'elle construise notre citation, mais on lui passe aussi la fonction à exécuter quand elle a terminé. Donc comme ça, le createQuote qui s'exécute de manière asynchrone, il peut faire son traitement, ici créer la citation, et une fois qu'il a terminé son traitement, il peut utiliser la fonction qu'on lui a passée en paramètre, le logQuote, qui reçoit dans un paramètre nommé callback, et il exécute cette fonction une fois qu'il a terminé son traitement.
Comme ça, nous, on a beau jeu d'avoir continué l'exécution ici. Cette fonction createQuote, elle sera en charge elle-même d'exécuter la fonction qu'on voulait exécuter à la fin du traitement. Donc ça, c'est en gros l'unique solution technique qu'on a pour faire en sorte qu'on ait bien possibilité d'agir sur le résultat d'une fonction qui est asynchrone. On ne peut pas nous l'attendre, donc on lui fournit la fonction à exécuter à la fin, et c'est la fonction asynchrone elle-même qui, à la fin de son exécution, lance notre fonction qui avait besoin de son résultat. Donc ici, on peut voir que au lieu de faire un console log à la suite du createQuote, ce qu'on pourrait faire si c'était synchrone, on va lui passer le console log en paramètre, et c'est createQuote qui fait exécuter ce console log en lui passant en paramètre le résultat du traitement. Ici, le résultat du traitement, c'était la citation construite. Donc c'est comme ça qu'on gère l'asynchrone quand on regarde purement techniquement ce qui se passe. Et c'est toujours le cas, en fait, même avec les dernières manières de faire, on passe toujours une fonction à notre méthode qui s'exécute de manière asynchrone, et c'est la méthode asynchrone elle-même qui l'appelle. Donc on a un problème quand on fait ça. Donc pendant longtemps, on s'est contenté de faire ça, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un problème à faire ça, c'est-à-dire que l'asynchrone commençait, dans des cas compliqués, à ressembler à quelque chose d'un petit peu sale. Donc on pouvait trouver des fonctions comme ça. Je vais peut-être prendre même cet exemple. Voilà. Donc ici, imaginons que j'ai plein de fonctions asynchrones qui s'exécutent les unes à la suite des autres. On va retourner sur celle-là en fait. Imaginons que f a besoin du résultat de e pour s'exécuter. D'accord? Donc f doit prendre en paramètre ce qui était calculé par e pour s'exécuter. Donc f doit attendre e. Donc si e était asynchrone, il faut qu'on lui passe la fonction f en paramètre. Si e lui-même avait besoin des résultats de la fonction d pour s'exécuter, ça veut dire que e devait être passé en paramètre à d pour pouvoir s'exécuter à la fin du traitement de d. Et vous voyez que si on a beaucoup de fonctions asynchrones qui s'enchaînent les unes à la suite des autres, on peut se retrouver avec des gros niveaux d'imbrication comme ça, où on a une fonction dans une fonction, dans une fonction, dans une fonction. Et ça commence concrètement à être très difficile à lire, très difficile à rédiger, à réfléchir, très difficile à tester et très difficile à maintenir. Donc ces gros niveaux d'imbrication posent beaucoup de problèmes aux développeurs. La développeur expérience est pas top. Et concrètement, ça demande beaucoup de travail cérébral d'arriver à s'y retrouver dans tous ces niveaux d'imbrication de fonctions les unes dans les autres. Voilà, ici on a un exemple de cas réel que je vais vous montrer. Ici par exemple, on a le client.execute qui prend en paramètre une callback ici, qui prend en paramètre selectHandler et qui elle-même va exécuter un traitement. Donc ça, c'est une fonction fléchée, mais c'est bien une fonction qu'on est en train de passer. Et dans cette fonction, ici, on peut voir au niveau du one, le one prend en paramètre lui-même une fonction qui peut, en théorie, prendre encore une fonction et une fonction et une fonction. Donc ça nous fait des niveaux d'imbrication, c'est noté par ce trait rouge ici, qui sont pénibles. Pour info, ce qu'on appelle une callback, c'est simplement une fonction passée en paramètre à une autre fonction. Ça demande un petit peu de gymnastique cérébrale au début, mais c'est très courant en JavaScript et c'est important de se sentir à l'aise avec la notion de callback à terme. Donc les callbacks, c'est quand on fait manuellement passer la fonction à exécuter à la fin du traitement asynchrone pour que le traitement asynchrone lui-même il fasse appel à la fin du traitement. Pour éviter cet enchaînement et ces niveaux d'imbrication qu'on appelle le callback hell, il y a une première solution qui est apparue qui s'appelle les promesses. Alors les promesses, c'est un objet qui nous permet de gérer le comportement asynchrone de manière un peu moins manuelle. On ne doit plus nous-mêmes fournir la callback
à notre fonction asynchrone et coder tout son comportement dans la fonction asynchrone, on peut encadrer tout ça dans un objet qu'on appelle une promesse. Et la promesse, elle ressemble à ça. Alors la promesse, si on regarde comment elle est construite, elle prend elle-même une fonction pure en paramètres. Là, ça peut devenir un petit peu compliqué, mais en gros, si vous créez une fonction vous-même, vous devez avoir une callback de résolution et une callback en cas d'erreur qui doivent vous être fournies à la promesse. D'accord? Donc ici, le traitement, c'est celui-ci, le traitement de la promesse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un traitement ici à la place du commentaire. Et si tout s'est bien passé, elle fera appel à sa fonction de résolution. Donc la callback, dans le cas où tout marche, qu'on va lui passer. Et si jamais le traitement qui est fait ici a généré une erreur, elle fait appel à la fonction de rejet qui est passée ici, donc la fonction d'erreur. Ici, vous voyez que cette promesse, elle se construit avec ce traitement qui prend en paramètre une fonction de résolution et une fonction de rejet. Mais ici, à aucun moment, on a fourni ces fonctions de résolution et de rejet. On les prend simplement en paramètre du traitement. Donc la question, c'est à quel moment est-ce qu'on fournit ces fonctions de résolution et de rejet? Et bien, les fonctions de résolution et de rejet, on va les fournir au moment où on veut utiliser la promesse. Donc au moment où on veut faire exécuter la promesse, on va lui dire « Je te demande de t'exécuter et si tout se passe bien, voilà le traitement que je veux que tu fasses à la fin du traitement. » Et on lui donne la fonction resolve. Et si quelque chose se passe mal, voilà la fonction que je veux que tu exécutes à la fin de ton traitement et on lui donne la fonction d'erreur. Donc pour le cas d'une promesse, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ici, promise.resolve, ça nous crée une promesse qui fait que réussir. D'accord? Et elle réussit en générant la valeur somme. Donc c'est pour simuler une promesse qui aurait créé le résultat somme pendant son traitement. Donc comment on fait pour demander déjà à cette promesse de s'exécuter et ensuite pour lui fournir la fonction pour le cas où tout se passe bien à exécuter à la fin du traitement? Et bien tout ça, ça va se passer avec un point then. Donc le point then qui veut dire ensuite, pour bien marquer que c'est d'abord elle exécute le traitement de la promesse et ensuite elle exécute notre fonction de résolution. Donc ici, on lui donne cette fonction-là comme étant la fonction à exécuter une fois qu'elle aura terminé le traitement. Donc là, on a une fonction un petit peu compliquée, mais on pourrait se contenter de faire un console log dans cette fonction et de lui donner une fonction qui prend la data qui a été générée dans le traitement et qui l'affiche. Alors il faut savoir que le point then nous renvoie lui-même une promesse. Donc en fait, ça va nous permettre de faire des chaînes de points then. Add, dans mon cas ici, add est une promesse. Si je regarde ici, add me return une promesse avec resolve reject en paramètre comme on a vu. Elle utilise resolve si quelque chose s'est bien passé. Et s'il n'y a rien de présent dans la somme, elle nous renvoie la fonction d'erreur. J'ai pas pu additionner les deux valeurs. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Add de 2,2 nous renvoie une promesse. Et donc, pour la faire s'exécuter, on doit appeler .then. Et pour lui dire quoi faire une fois qu'elle a fini de s'exécuter, eh ben, on doit lui passer la callback de succès à l'intérieur du .then. Ici, on lui dit, une fois que tu as fini ton traitement d'addition, eh ben, tu vas m'exécuter ça. Et on lui dit, tu prendras en paramètre le résultat du traitement. Donc, dans added, on aura le résultat de 2 plus 2, de add 2,2 en fait. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce résultat? Eh bien, on le transforme en subtract de le résultat de 2,2, donc added, virgule 3. Et donc, on relance un traitement ici. Donc subtract, qu'est-ce que c'est? Visiblement, ici, subtract aussi me renvoie une promesse, donc subtract est une promesse. Quand je fais exécuter subtract, j'obtiens une promesse. Donc, en entrée du prochain point then, j'aurai le retour du point then précédent.
C'est-à-dire qu'en sortie de ce point then, j'aurai la promesse qui est générée par cette fonction subtract. Donc ici, le point then me permet d'enchaîner les actions les unes à la suite des autres. Qu'est-ce qui se passe ici? En gros, j'ajoute 2 et 2. Ensuite, je soustrais le résultat avec 3. Donc en théorie, je devrais obtenir 1. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je réajoute le résultat de ça avec 5. Donc j'avais 1 ici, donc si je réajoute 5, je devrais avoir 6 dans la prochaine. Add me renvoie une promesse, donc je peux remettre un point then dessus. Et vous voyez que là, on enchaîne différentes actions. On enchaîne des additions et des soustractions jusqu'à obtenir le résultat. Donc c'est comme ça qu'on peut faire quand nos fonctions sont asynchrones, mais qu'on doit attendre le résultat avant de faire exécuter la suite. Ici, on a réussi à faire s'enchaîner des additions et des soustractions les unes à la suite des autres, alors que l'addition était purement asynchrone, puisque c'est une promesse, et la soustraction était aussi asynchrone, vu que c'était une promesse. Mais grâce au point then, on arrive à lui dire « attends que la promesse soit finie, puis fais ça ». Donc le point then, ce qu'on lui passe en paramètre, c'est cette fameuse fonction resolve, qui s'exécute dans le cas où tout s'est bien passé. Alors cette fonction reject, qui est là en deuxième paramètre de mes promesses, comment est-ce que je fais pour fournir la fonction reject? Comment est-ce qu'il sait ce qu'il doit faire s'il exécute ce reject en passant l'erreur en paramètre? Mais en fait, si je dois fournir une fonction reject, je peux rajouter un point catch à la suite de mes points then. Et le point catch, il sert juste à fournir la fonction reject. Donc là, ici, on lui passe dans le point catch une fonction qui prend en paramètre une erreur et qui affiche cette erreur. Donc, tel que c'est articulé, ça veut dire qu'à n'importe quelle étape de mon enchaînement de fonctions, si j'ai une erreur, c'est le point catch qui va prendre le relais, c'est cette fonction de reject, cette fonction de rejet qui va s'exécuter, et j'aurai un console log erreur. Donc si c'est ma fonction d'addition qui a explosé, ça veut dire que c'est cette erreur qui sera affichée. Si c'est ma fonction de soustraction qui a explosé, c'est cette erreur-là qui sera affichée. D'accord? Donc mon reject ici, j'ai placé à l'intérieur ce console log de erreur, cette fonction-là. Donc c'est normal de pas tout à fait comprendre si c'est la première fois que vous êtes en train de voir les promesses. C'est juste pour vous tracer un historique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le comportement asynchrone, pour éviter de passer des callbacks manuellement, on peut le gérer via des promesses et on fournit la callback en cas de succès et la callback en cas d'erreur pour que, à la fin du traitement de ma promesse, il puisse exécuter quelque chose. Comme ça, on peut attendre la fin du traitement asynchrone. Vous remarquez que la différence avec les callbacks qu'on passe manuellement, c'est qu'ici, les points then, ils sont tous au même niveau d'imbrication. J'ai pas un point then dans un point then, dans un point then, dans un point then. J'ai tous mes points then qui sont les uns à la suite des autres. Donc ça évite les callbacks en chaîne, donc les différents niveaux d'imbrication, et l'expérience développeur est améliorée. On a quelque chose de quand même beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile à maintenir. Si vous n'avez pas tout compris, vous pourrez aller creuser le sujet sur les promesses, mais pour l'instant, on n'a pas besoin de creuser le sujet plus. Le tout, c'est de voir l'évolution de comment on traite le asynchrone. Il faut pas mal de temps avant de se sentir à l'aise avec ces notions-là. Mais retenez bien que les promesses, ça résout certains problèmes qui se passaient quand les callbacks nous posaient des problèmes de niveau d'imbrication et de beaucoup d'actions manuelles asynchrones. Ensuite, on a vu apparaître la notation de async await. Et ça a été un grand souffle. Ça a été concrètement une très bonne nouvelle pour les développeurs puisque la notation est beaucoup plus parlante. Donc vous avez vu que pour l'instant, le passer des callbacks manuellement, ça faisait des nœuds dans la tête. Les promesses, c'est un peu mieux, mais ça demande quand même beaucoup d'apprentissage et ça fait aussi des nœuds à la tête tant qu'on n'est pas à l'aise avec le truc. Et même quand on est à l'aise, ça demande pas mal de réflexion. Donc ils ont sorti cette notation async await pour que notre code soit à peu près aussi propre que du code synchrone.
Parce qu'on s'est dit, oui, bon, d'accord, j'ai des promesses, c'est pratique, mais quand même, quand je fais du code synchrone, c'est tellement plus simple. J'aimerais bien que mon code asynchrone, il soit aussi simple à lire que du code synchrone. Donc on a vu ces notations, ces deux mots-clés async et await apparaître pour faciliter la compréhension d'un code qui fait quelque chose d'asynchrone. Donc vous pouvez voir ici, on a, comme tout à l'heure, une fonction qui nous renvoie une promesse. D'accord? Donc c'est quelque chose qui va s'exécuter, qui va prendre un certain temps. Et ici, notre promesse, le slowly resolve promise function, une fois qu'on l'a fait s'exécuter, on ne lui passe pas de point then. On a une notation alternative qui est apparue. On peut simplement mettre un await devant ce qui nous renvoie la promesse et ça va faire comme si slowly resolve promise function, donc notre promesse, était synchrone. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir lui passer une callback et de lui fournir une fonction à exécuter une fois que son traitement est terminé, on met simplement le await devant et elle va nous return le résultat à la fin de son traitement. Donc ce await, il va demander l'exécution de la promesse, comme le point then, et au lieu de fournir une callback, il va prendre le résultat du traitement et le return, donc on peut le récupérer comme si c'était synchrone. Donc ici, dans myPromise, j'aurai le résultat de l'exécution de cette promesse-là. Et là, vous remarquez que c'est quand même beaucoup plus lisible. On a l'impression que slowly resolve promise function, qui pourtant est une promesse et est asynchrone, on a l'impression que c'est synchrone. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande d'exécuter ce truc. Il attend que la promesse ait terminé son traitement, et une fois qu'il a fini, il me renvoie le résultat que je récupère dans myPromise, et je peux faire mon console log à la suite, comme j'ai l'habitude de faire dans du code synchrone. Donc ici, j'ai vraiment l'impression de ne pas manipuler quelque chose d'asynchrone, alors que pourtant j'ai une promesse qui est purement asynchrone dans les faits. Donc ça nous permet d'avoir une notation qui est beaucoup plus claire. Alors il faut savoir que ce await, il peut s'utiliser que dans une fonction qui est déclarée async. C'est pour ça qu'on parle toujours de async avec await, on ne parle pas de l'un sans l'autre. On ne peut pas utiliser ce await si on n'est pas dans une fonction qu'on déclare async. Donc, regardons un cas un petit peu plus compliqué, celui-ci par exemple. RP, ici, RP qui prend un paramètre, imaginons que c'est une fonction qui contacte un serveur et elle s'exécute de manière asynchrone. RP me renvoie une promesse et donc j'aurai la possibilité de faire RP de mon paramètre .then si j'ai envie. Mais là on décide d'utiliser la notation async await. Donc je dois commencer par placer mon async sur ma fonction et ensuite je peux rédiger mon code comme s'il était purement synchrone. Donc vous voyez qu'on n'a aucun niveau d'imbrication, aucun point then, aucune callback qui est explicitement écrite. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un console log de await la promesse. Donc on attend le résultat de la promesse et une fois qu'elle a terminé, on fait un console log dessus. Et du coup, ça s'exécute dans le bon ordre. Ici, on fait la même chose mais sans le await devant la promesse. Alors si on ne met pas le await sur une promesse et qu'on ne met pas non plus le point then, ce qui se passe, c'est que la promesse ne s'exécute pas. Donc là, ce qu'on fait dans ces deux lignes, c'est simplement la promesse a été créée par la fonction RP qui nous return une promesse, mais on ne l'exécute pas. Donc on stocke la promesse dans bar promise, et là on stocke cette deuxième promesse dans base promise. Donc là on a stocké les promesses, et si on veut les faire s'exécuter, comme on a dit, c'est soit un point then, soit un await devant. Donc ici, dans ces deux lignes qui suivent, on les fait s'exécuter. On met un await devant la promesse. Donc là, on sait que la barre promise s'exécute et une fois qu'elle a terminé seulement, elle nous return le résultat. Et donc la réponse de cette promesse, on l'a dans cette variable bar response. Pareil ici, on met un await devant base promise. Donc base promise s'exécute et seulement une fois qu'elle a terminé, on obtient la réponse dans base response. Et ensuite, on peut faire un console log de ces deux réponses.
Ok, donc là, on a quand même du code qui paraît beaucoup plus simple à lire. C'est beaucoup plus lisible, l'expérience développeur est grandement améliorée et on n'a plus à faire des points then, des points catch qui sont toujours un petit peu durs à lire et encore moins à faire des callbacks imbriqués les unes dans les autres pour gérer le asynchrone. Donc cette notation async await, elle est quasi parfaite dans le sens où l'expérience développeur paraît difficile à améliorer encore. D'accord? On a quelque chose qui enfin est aussi lisible que du code synchrone et on est satisfait de ce comportement. Alors maintenant, on en arrive à EricJS. Puisqu'on a déjà cette notation du async await, à quoi peut bien nous servir EricJS? EricJS, il vient compléter un petit peu cette famille d'outils pour gérer l'asynchrone. Et on va voir aujourd'hui à quoi peut nous servir EricJS pour traiter le traitement asynchrone. Donc, il faut savoir que si vous utilisez EricJS, vous n'êtes en aucun cas obligé d'utiliser des callbacks manuellement, en aucun cas obligé d'utiliser les promesses ou async await. C'est une autre manière de faire qui vous évite d'utiliser les promesses, les callbacks ou async await. Et tout le sujet de ce diapo, ça va être de vous apprendre à traiter le asynchrone à la manière d'EricJS. Alors, Eric introduit un outillage puissant pour traiter des données et manipuler des flux d'actions et d'informations. EricJS est une bibliothèque JavaScript open source créée par Microsoft. Beau travail Microsoft, c'est une librairie qui connaît un grand succès aujourd'hui et qui est très prometteuse, qu'on devrait voir de plus en plus dans les années à venir pour traiter les traitements asynchrones, la programmation asynchrone. C'est une implémentation de ReactiveX extension, donc ReactiveX en JavaScript. Donc Reactive Extension, c'est un pattern général qui sert à faire ce qu'on appelle de la programmation réactive. Et on a implémenté ce pattern en JavaScript, ou Microsoft a implémenté ce pattern. Et du coup, pour marquer ça, on appelle ça RX comme ReactiveX, JS pour dire que c'est l'implémentation JavaScript de ce pattern. Alors la programmation réactive, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de voir nos données comme étant des événements qui sont émis et des handlers d'événements qui réagissent à ces événements quand ils sont produits. Donc c'est quelque chose d'asynchrone, c'est-à-dire que j'ai des événements qui sont émis, qui me lancent des traitements, et une fois que ces traitements se terminent, mon événement est capté et j'y réagis. Donc si on articule tout comme ça devient une manière de traiter l'asynchrone, qui est une alternative à faire des promesses, concrètement. Et on va voir qu'il y a certains avantages à faire ça en plus du fait de simplement utiliser des promesses. ERIX est un modèle de programmation réactive qui permet aux développeurs de composer facilement des flux de données asynchrones. Il fournit une interface commune pour combiner et transformer des données provenant de sources extrêmement différentes. Le système se base sur une partie observable, c'est celui qui réalise le traitement asynchrone et qui émet un événement quand il a terminé son traitement, et une partie souscription appelée l'observer. Ça, c'est la partie qui va réagir au traitement et qui va dire ok, j'ai reçu un événement, mon observable vient de m'émettre un événement, il a fini son traitement, il m'envoie une information, donc moi je vais pouvoir y réagir. On dit que l'observable envoie l'information et l'observeur écoute et modifie, donc il réagit à l'événement envoyé par l'observable, le ou les événements envoyés par l'observable. Alors, les observables. Comment est-ce que sont créés ces observables et comment est-ce qu'on doit les voir se construire? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un observable? Un observable, c'est une fonction pure. Une fonction pure, c'est simplement une fonction qui, si j'envoie les mêmes paramètres, me renverra toujours le même résultat. Donc c'est une fonction dont le traitement ne dépend pas de variables globales, par exemple, ou de valeurs qui sont en dehors de ma fonction.
Ça correspond à une fonction mathématique, si vous voulez, mais en informatique. Et cette fonction pure prend en paramètre un observeur. L'observable définit un concept d'échange d'informations autour d'une souscription. Donc ça, on va le détailler un peu après. Et il faut savoir qu'un observable pur est lazy. Par défaut, l'observable est lazy, c'est-à-dire que comme une promesse ne s'exécute pas avant qu'on lui mette un point then ou un await, et bien l'observable ne s'exécute pas tant qu'aucun observeur ne le regarde, de base. Un observable peut être écouté, donc on peut dire que l'observeur se souscrit à l'observable pour l'observer, mais on peut désabonner notre observeur. L'observeur peut arrêter d'écouter l'observable. Et donc l'écoute peut être stoppée à volonté. Voilà à quoi ressemble un observable. Alors, on va créer un observable à partir d'une fonction pure, celle que je vous disais tout à l'heure. Et cette fonction pure prend en paramètre un observeur. Accrochez-vous, ça devient un petit peu technique. Donc cet observeur qui prend en paramètre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un objet qui possède trois fonctions. Une fonction de résolution, comme pour les promesses, une fonction en cas d'erreur, et une fonction de complétion à appliquer une fois que l'observable a terminé d'émettre des événements. Donc, comment est-ce qu'on décrit le traitement de l'observable? Ça va ressembler à ce qui se passait dans les promesses tout à l'heure, c'est-à-dire on a le traitement. Ici, le traitement, c'est simplement de tirer une valeur aléatoire. Une fois qu'on a terminé le traitement, si tout s'est bien passé, on fera appel à .next, qui est notre fonction de résolution, notre fonction pour quand tout s'est bien passé. Donc là, on exécutera la callback qui nous est passée, la callback de succès, et on lui passe la valeur que le traitement a calculée. Si jamais on détermine que ça s'est pas bien passé, donc dans ce cas-là, on détermine que si c'était entre 1 tiers et 2 tiers, on considère que c'était une erreur de traitement, et donc c'est qu'un exemple, hein, en réalité ça ressemble pas à une erreur, mais on considère que c'est une erreur, et dans ce cas-là, si on a eu entre 1 tiers et 2 tiers, on va plutôt faire appel à la callback d'erreur pour que notre observeur puisse dire, ben moi en cas d'erreur, je veux faire ça. Et du coup, on exécute sa callback d'erreur pour qu'il puisse réagir comme il veut à l'erreur. Ici, on décide aussi que si c'était plus que 2 tiers, on throw une exception, on throw une erreur, et c'est un autre moyen de déclencher la callback d'erreur. On fait interrompre concrètement l'exécution et on lance cette erreur JavaScript. Une fois que le traitement est terminé, on fait appel à observer.complete pour arrêter l'observable. On dit l'observable s'arrête ici. Donc même si on était dans une boucle dans notre observable, quand on fait complete, l'observable s'arrête et il émet plus aucun événement. Ok, donc ça c'est le traitement de l'observable. Et l'observeur, on voit qu'il contient une fonction next, une fonction erreur et une fonction complete. Mais comme tout à l'heure dans les promesses, notre traitement, on le prévient qu'il faudra appeler next dans le cas où c'est marché, il faudra appeler error dans tel cas et il faudra appeler complete à tel moment. On lui dit tout ça, mais il ne connaît pas next, error et complete pour l'instant. C'est juste son traitement, c'est de faire le traitement et dans certains cas appeler le succès, dans certains autres cas appeler l'erreur, etc. Donc à quel moment est-ce que on va lui fournir ces informations de qu'est-ce qu'il faut faire en cas de next, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de error? Et bien c'est au moment où l'observeur se souscrit à l'observable. Donc c'est au moment où l'observeur vient regarder l'observable et s'abonne à son traitement pour y réagir que l'observable va s'exécuter et qu'on va lui fournir du coup toutes ces fonctions. Donc c'est un peu plus simple qu'avec les promesses puisque là dès qu'on se souscrit, on peut lui passer les fonctions next de succès, error de gestion d'erreur et complete pour quoi faire une fois qu'il a terminé son traitement si on a envie. Ici on a un exemple de comment on se souscrit à un observable. Observable.subscribe, donc c'est l'observable qu'on a créé ici à partir du traitement. Et on peut lui passer en paramètre les trois fonctions. Donc ça, c'est une manière de faire, mais on peut aussi fournir directement un objet qui contient
trois méthodes, next, error et complete. Et comme ça, c'est cet objet qui sera utilisé en entrée du traitement. Dans tous les cas, peu importe comment on lui fournit, tant qu'il a l'information de ce que c'est next, error et complete, il arrivera à les utiliser dans ce observer.next, observer.error ou observer.complete. Donc là, on se souscrit en lui disant si tout se passe bien, je veux que tu m'exécutes ma next function. Donc on veut lui dire un console log de got_value plus la valeur. Si quelque chose se passe mal, je veux que tu m'exécutes ma error function. Donc la error function qui dit j'ai eu une erreur et qui nous affiche l'erreur. Et une fois que tu as terminé ton traitement, je veux que tu m'exécutes la complete function qui va m'afficher simplement complété. Donc ici, si on crée cet observable dans un premier temps, et dans un deuxième temps qu'on lui fait souscrire cet observeur, c'est-à-dire ce lot de trois fonctions. Un observeur, c'est juste un ensemble de fonctions. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au moment où je souscris mon observeur, donc ça c'est mon observeur, hein, découpé en trois, mais c'est mon observeur que je passe en paramètre. Au moment où je le souscris, l'observable s'exécute. Donc il exécute son traitement, donc ce subscriber function se lance. J'ai mon traitement qui se calcule. Il me calcule mon math.random, il calcule la valeur aléatoire. Si jamais tout se passe bien, donc si jamais la valeur est inférieure à un tiers, il me fait un observer.next, et dans next, qu'est-ce que je lui ai passé? Je lui ai passé mon console log, donc il m'affichera got_value, et il m'affiche la valeur qu'il a tirée. Si jamais quelque chose se passe mal, c'est-à-dire si j'ai une valeur entre 1 tiers et 2 tiers pour mon cas, alors il me jette une erreur, et il me dit la valeur est inférieure à 2 tiers, j'ai une erreur. Donc on devrait dire entre 1 tiers et 2 tiers pour être précis. J'ai une erreur. Donc dans ce cas-là, c'est bien la error function qu'on a passée qui s'exécute, qui est stockée dans ce observer.error et qui s'exécute. Donc on peut choisir comment va être traitée l'erreur en fonction de ce qu'on lui passe au moment où on se souscrit. Et enfin, la complete function, donc au moment où il a tout terminé, il va exécuter cette ligne, le observer.complete, et il m'affichera completed à l'écran. Alors, c'est des exemples, c'est un exemple qui est potentiellement un peu embrouillant, dans le sens où ça fait beaucoup d'informations d'un coup. On n'a pas l'habitude de passer des fonctions en paramètres, et si vous n'êtes pas habitué à ça, vous devez vous dire je comprends rien. Ici j'ai une fonction qui prend en paramètre un observeur que j'ai pas encore créé. Comment je fais pour ce truc? Donc du coup, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va aller voir des exemples un peu plus concrets. Donc, il faut savoir qu'on a trois types d'observables. L'observable qu'on vient de voir dans l'exemple, c'est un plain observable, c'est-à-dire un observable simple. L'observable simple, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne en monostream, c'est-à-dire qu'il y a un stream unique par observeur. Il faut souscrire pour recevoir, comme je vous disais, et il se crée avec le constructeur observable. Donc pour l'instant, on va se contenter d'étudier celui-là, et je vous montre un exemple avec celui-là, puis après on verra qu'il y a d'autres types d'observables. Cet observable ici, ça peut être l'observable qu'on a codé ici. Ou ça peut être un observable qui, comme traitement, lance un appel à un serveur, et quand il a reçu la réponse du serveur, si le serveur a envoyé une bonne réponse, il exécute la fonction de succès. Si le serveur a renvoyé une erreur, il exécute la fonction d'erreur. Une fois qu'il a tout terminé, il m'exécute ma fonction complete. D'accord? Donc mon observable, disons qu'il contacte un serveur. Je crée mon observable qui contacte mon serveur et qui appelle next, error ou complete dans certains cas. J'ai créé mon observable, mais il ne s'exécute pas dans un premier temps. Donc ce qui va se passer, c'est que de une, il ne peut pas s'exécuter parce qu'il ne sait pas quoi faire dans next, il ne sait pas quoi faire dans error tant que j'ai pas fourni un observeur. Donc c'est normal qu'il ne s'exécute pas. Donc, moi, je vais aller souscrire mon premier observeur. Mon premier observeur, il contient la fonction next, il contient la fonction error et la fonction complete. Et au moment où mon observeur
se subscribe à l'observable. Alors l'observable lance un traitement, et une fois qu'il a terminé son traitement, en fonction de la réponse qu'il a eue du serveur, il va exécuter la fonction next de l'observeur, ou error, ou complete. Et donc, concrètement, il va répondre. On peut modéliser ça en disant qu'il répond à mon observeur en lui renvoyant la valeur qu'il a reçue ou l'erreur. Si j'ai un deuxième observeur qui se souscrit, ça va lancer un deuxième traitement de mon observable. Et mon observable, une fois qu'il a fini son traitement, il va exécuter le next, imaginons, de mon deuxième observeur. Mais il ne va pas recontacter mon premier observeur. C'est ça qu'on entend par monostream, c'est-à-dire que l'observeur qui déclenche le traitement quand il se souscrit, c'est le seul à recevoir la réponse de ce traitement. Ici, mon deuxième observeur se souscrit, c'est le seul qui reçoit la réponse du traitement qui a été déclenché par ça. Et si j'ai un troisième observeur qui se souscrit, ça déclenche le traitement de l'observable et il n'y a que lui qui reçoit la réponse. Donc on va aller voir un exemple de ça sur un CodePen. Ici, vous avez un observable. Peut-être zoomer un petit peu. Donc ici, on crée un observable en utilisant observable.create. On aurait pu aussi faire appel à new observable, il n'y a pas de problème. Et ce observable.create, il prend en paramètre un observeur qu'on appelle source. Alors source, on pourrait le typer en observeur si on veut être précis. Et du coup, il faut que je l'importe depuis RxJS si je fais ça. Donc source est un observeur. Donc un observeur, ça veut dire qu'il possède les propriétés next, error et complete et qu'on peut les utiliser dans le traitement. Donc ici, la seule chose que fait mon observable, c'est appeler la fonction de succès. Donc next, en lui passant une valeur aléatoire tirée entre 0 et 1. Mat.random. Donc le traitement ici, c'est de tirer une valeur aléatoire entre 0 et 1. Et on déclenche notre fonction de succès en lui passant la valeur du traitement. Donc là, concrètement, on a un observable qui n'est pas capable d'échouer. Il n'est pas capable d'appeler ma fonction d'error, puisque clairement, je peux voir que dans son traitement, il appellera jamais error. Donc on a un observable qui est fait uniquement pour réussir, et quand il réussit, il envoie la valeur du traitement à mon observeur en utilisant la fonction next. Donc j'ai créé mon observable, et ici, rien ne s'exécute, d'accord? Ensuite, on va venir y souscrire des observeurs. Alors quand je subscribe, ici, ce qui se passe, c'est que si je fournis qu'une seule fonction à mon subscribe, ça veut dire que j'ai un observeur qui contient qu'une fonction next. Les fonctions error et complete, si je ne les fournis pas, j'ai une fonction par défaut qui est fournie pour moi. Donc moi, si je fournis une seule fonction, c'est ma .next, c'est mon observeur.next. Donc ici, je lui dis que dans next, je prendrai une valeur en paramètre et en réponse, j'afficherai consumer A, la valeur que j'aurai reçue. Je souscris un deuxième observeur à mon observable et je lui dis d'afficher console log de consumer B, la valeur que j'aurai reçue. Donc ici, j'ai créé mon observable et j'y ai souscrit deux observeurs l'un après l'autre. Ce qui va se passer, c'est que on va aller voir la console. J'ai pas le même stream pour chacun de mes observables. Je m'explique. Ici, au moment, à la ligne 16, au moment où je fais ma première souscription, l'observable déclenche un traitement. Donc il s'exécute. Une fois qu'il a fini de s'exécuter, c'est-à-dire une fois qu'il a calculé le mat.random, il fait appel à ma fonction next que je lui ai passée en paramètre ici. Donc ma fonction next, elle fait un console log en écrivant consumer A plus le résultat du traitement. Ici, le résultat du traitement, visiblement, ça a été 0,8815 blablabla. Et donc, il m'affiche consumer A 0,8815 blablabla. Mon deuxième observeur que je passe ici en paramètre, donc je passe que la fonction next de l'observeur, le reste est construit pour moi. Au moment où je souscris ce deuxième observeur à mon observable, j'ai un deuxième traitement qui se lance. Mon observable s'exécute une deuxième fois.
la réponse que cet observable va générer, donc un deuxième math.random, il va tirer un deuxième nombre aléatoire, et il va m'envoyer la réponse uniquement à l'observeur qui a déclenché le deuxième traitement. Donc je vais recevoir la réponse que dans cette fonction d'observeur next, et je vais avoir un console log de consumer B, la valeur du deuxième traitement. Donc je peux voir ici que j'ai pas la même valeur. Alors elles se ressemblent, mais c'est un hasard. J'ai pas la même valeur dans consumer B. J'ai 0,88, 54, etc. Donc ça ressemble concrètement aux promesses. Si vous avez l'habitude des promesses, ces observables là, ça ressemble à faire un point ven sur une promesse. Donc ici, c'est ce qu'on appelle monostream, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je souscris un nouvel observeur, il a son propre traitement qui est dédié à cet observeur. Et il n'y a que l'observeur qui a déclenché le traitement qui reçoit l'information. Ça, c'est pour l'observable de base. Maintenant, on va voir qu'on a différents types d'observeurs qui peuvent être utiles dans différents cas. On a le subject. Le subject, il est multicast et c'est un stream partagé par les observeurs qui fournit la même valeur à tous mes observeurs. Alors comment ça marche ce subject? Il y a un petit schéma ici qui vous montre comment, et je vais essayer de vous détailler l'exécution si jamais on passe par un subject. La première étape, ça va être de créer le subject. Donc on crée notre subject. Notre subject ne contient pas de traitement. C'est juste un objet, je peux faire un new subject, je mets rien dedans, et c'est un certain type d'observable mais qui ne contient pas de traitement. Je souscris mon observeur 1 au subject. C'est comme si je branchais mon observeur 1 sur une multiprise. En fait, votre subject, vous pouvez le voir comme une multiprise. La multiprise, elle ne fournit pas son propre courant. Donc elle n'a pas son propre traitement. Par contre, je peux brancher plusieurs appareils sur ma multiprise. Ben là, il faut le voir un petit peu comme ça. Donc mon observeur 1, je le souscris à mon subject. Je branche mon premier appareil sur la multiprise. Mon observeur 2, je le souscris à mon subject, donc je branche mon deuxième appareil sur la multiprise. Et j'ajoute un troisième observeur. Je branche mon troisième appareil sur la multiprise. Jusque-là, rien ne se passe puisque ma multiprise, je ne l'ai pas branchée à une source de courant. J'ai juste relié mes trois appareils, donc mes trois observeurs, à ma multiprise qui est mon subject. Maintenant, il va falloir que, une fois que j'ai ajouté les observeurs que je veux, il va falloir que je souscrive, que mon subject se souscrive à un observable qui, lui, va contenir un traitement. Donc l'observable, il faut le voir un peu comme la source de courant. Le traitement, c'est de l'électricité, c'est la source de courant. Et donc au moment où je vais brancher mon subject sur l'observable, au moment où je vais dire observable.subscribe mon subject, mon observable va donc déclencher son traitement. Comme à chaque fois que quelqu'un se souscrit à un observable, le traitement est déclenché. On a vu que l'observable, au moment où on se souscrit, un traitement se déclenche et il répond uniquement à la personne qui lui a fait déclencher le traitement. Donc il répond à mon subject. Et mon subject, qui se comporte comme une multiprise, va répandre l'information dans tous les observeurs qui étaient souscrits à ce subject. D'accord? Donc imaginons que j'ai souscrit mes trois observeurs au subject. Il ne se passe rien. Mon subject se souscrit à un observable qui me tire une valeur entre 0 et 1. Le traitement s'exécute, la valeur entre 0 et 1 est calculée, et imaginons que je tire 0,5. Le 0,5 est émis au subject. Le subject, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire du multistream, c'est-à-dire qu'il va envoyer 0,5 à l'observeur 1, 0,5 à l'observeur 2 et 0,5 à l'observeur 3. Donc tous mes observeurs ici vont recevoir la même réponse. Alors quand je dis envoyer la valeur, c'est juste exécuter la fonction next de l'observeur en passant en paramètre la valeur. Si on regarde avec un exemple, on commence par créer le subject. D'accord, vous voyez ligne 19, je crée ce subject et vous voyez qu'en paramètre, je ne lui passe aucun traitement. Le subject ne contient pas de traitement. Ensuite,
j'ai des logs pour la mise en forme, et là, je souscris des observeurs en fournissant que la fonction next. Je souscris des observeurs à mon subject. Je souscris un premier observeur qui est mon consumer A à mon subject. Je souscris un deuxième observeur, mon consumer B, à mon subject. Mais jusque-là, rien ne se passe puisque mon subject ne contient pas de traitement. Donc rien ne s'exécute. J'ai juste souscrit des observeurs. Ensuite, mon subject se souscrit lui-même à l'observable de tout à l'heure. Donc au moment où mon subject se souscrit à l'observable lance son traitement. Donc il va me calculer une valeur entre 0 et 1. Et une fois qu'il a terminé son traitement, l'observable, il va émettre la valeur à mon subject. Et mon subject, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rediriger cette valeur vers tous ses observeurs. Donc, c'est-à-dire que mon observeur ici, consumer A, et mon observeur consumer B vont recevoir la même valeur. Et on peut vérifier ça dans les logs ici. On est à cet endroit-là. Je vais zoomer un peu. Et on voit que mon consumer A et mon consumer B ont reçu la même valeur. Et c'est normal puisqu'il n'y a eu qu'un seul traitement qui a été déclenché. Le seul traitement qui a été déclenché, c'est à cette ligne 28 ici. Quand mon subject s'est souscrit à l'observable qui contenait le traitement, à ce moment-là, le traitement se déclenche. Et donc, mon subject reçoit l'unique valeur qui est émise par cet unique traitement et répand cette information sur tous ses observeurs à lui. Donc ça, c'est une autre manière de répandre l'information en utilisant le paradigme de observable-observer, programmation réactive, etc. Donc le subject, c'est un autre type d'observable. Il est lui-même un observable, vous voyez qu'on peut s'y souscrire, mais il est aussi un observeur puisqu'il peut lui-même se souscrire à un observable. C'est un objet un peu entre les deux. Gardez l'analogie de la multiprise, il n'émet pas de courant lui-même, mais si on le branche à une source de courant, il va répandre le même courant à tous les appareils. On va voir un dernier type d'observable qui s'appelle le behavior subject et qui est un petit peu un mix entre les deux qu'on vient de voir. Donc c'est un peu un mix entre un observable et un subject. Le behavior subject, j'ai pas de schéma pour lui, donc on va le voir par l'exemple. Il est multicast comme un subject, c'est-à-dire qu'il émet la même information à ses observeurs, à tous ses observeurs, et il va fonctionner avec une valeur stockée. Donc il va fonctionner, en gros mon behavior subject, il a un attribut valeur, et on le crée en lui fournissant une valeur de départ qui stocke dans cette valeur, dans cet attribut valeur. Et en fait, à chaque fois qu'un observeur va se souscrire à ce behavior subject, il va lui envoyer la valeur qu'il a en stock. La deuxième chose qu'il va faire, c'est à chaque fois que la valeur qu'il a en stock est modifiée, il va prévenir tous ses observeurs en leur envoyant la nouvelle valeur. On va aller voir ça dans un exemple. Donc, si je reviens ici, on arrive dans la troisième partie, hop, qui commence ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On crée un behavior subject. Donc ce behavior subject, on lui fournit une valeur par défaut. Donc ça, c'est pas un traitement, hein, c'est vraiment juste une valeur. Je pourrais très bien faire ici const value est égal à math.random. Donc là, il me tire une valeur aléatoire, il le met dans value, et c'est bien cette valeur que je passe en paramètre à mon behavior subject. Donc mon behavior subject, qu'est-ce qu'il fait de cette valeur? Il la prend, il la stocke dans ses attributs, il conserve cette valeur. Ensuite, je vais y souscrire des observeurs à ce behavior subject. Et ici, je souscris un premier consumer A à mon behavior subject, puis un deuxième consumer B à mon behavior subject. À chaque fois que j'ai un observeur qui vient se souscrire, le behavior subject lui envoie la valeur qu'il a en stock. Donc là, quand mon consumer A vient se souscrire au behavior subject, le consumer A, la fonction next s'exécute en prenant la valeur qui était en stock comme paramètre. Donc ici, imaginons qu'au lieu de math.random, j'ai 0,5. Au moment où mon premier observeur
qui contient cette fonction next se souscrit, eh ben, il reçoit directement la valeur qui était en stock, donc je vois directement s'afficher consumer A 2.05. Ensuite, je souscris mon deuxième observeur, et vu qu'il vient de se souscrire, eh ben, il reçoit la deuxième valeur, la même valeur, pardon, puisque la valeur n'a pas été modifiée. Il a toujours 0.5 en stock, mon behavior subject. Et donc, mon consumer B, dès qu'il se souscrit, il reçoit la valeur consumer B 2.05. Ensuite, imaginons que cette valeur soit modifiée. Ici, je fais un behavior subject.next pour modifier la valeur qui est en stock dans mon behavior subject. Dans ce cas-là, ici on remplace cette valeur 0.5 par une valeur tirée aléatoirement. Et bien, tous les observeurs qui s'étaient précédemment souscrits vont recevoir la nouvelle valeur, c'est-à-dire on réexécute leur fonction next, on réexécute cette fonction-là et cette fonction-là. Mais cette fois-ci, on leur passe en paramètre dans V, on leur passe la nouvelle valeur, donc la valeur tirée aléatoirement. Pour bien voir ce qui se passe, je vais mettre ici 1 et on va aller observer ce qui se passe dans la console. Donc ça commence ici et on peut voir que dès que je me suis souscrit ici ligne 37, j'ai exécuté la fonction next que je passais de mon observeur et ça m'affiche consumer A 0.5. Ensuite, je souscris mon deuxième observeur en fournissant cette fonction next et ça m'affiche consumer B 0.5. Vous voyez qu'à chaque fois que je souscris un observeur, il reçoit la valeur qui est en stock, 0.5. Ensuite, si jamais la valeur est modifiée, ici je fais un point next, donc je modifie la valeur qui est en stock, je mets 1 à la place de 0.5. Ben dans ce cas-là, tous mes observeurs, mon consumer A et mon consumer B, reçoivent la nouvelle valeur 1. On pourrait imaginer que je remodifie cette valeur, behavior subject.next, et cette fois-ci je lui passe 2. Dans ce cas-là, on peut voir que d'abord je reçois 0.5 quand je me souscris, je reçois 0.5 quand le deuxième se souscrit, ensuite je modifie en 1, mes deux observeurs reçoivent la valeur 1, je modifie en 2, les deux observeurs reçoivent la valeur 2. Et on pourrait imaginer rajouter un observeur. Ici, imaginons qu'après que j'ai modifié la valeur en 1, je souscris un troisième observeur, consumer C. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, j'ai mon behavior subject, il reçoit la valeur 0.5, mon premier observeur. Mon deuxième observeur reçoit la valeur 0.5, puisque j'ai 0.5 en stock à cette étape-là. Ensuite, je modifie la valeur en 1. Au moment où je modifie la valeur en 1, j'ai deux observeurs qui ont été souscrits, le consumer A et le consumer B. Donc ils reçoivent tous les deux la valeur 1. Je peux voir ici 0.5, 0.5 et ensuite ils reçoivent tous les deux la valeur 1. Je zoome un peu. Ils reçoivent tous les deux la valeur 1. Ensuite, je souscris un troisième observeur, le consumer C. Au moment où il se souscrit, il reçoit la dernière valeur, celle qui était en stock. Donc au moment où je souscris mon troisième observeur, il reçoit la valeur 1. Et ensuite, si la valeur est modifiée avec un point next, cette fois-ci je remplace le 1 par 2, et bien, tous mes observeurs souscrits, maintenant j'en ai 3, le A, le B, le C, vont tous recevoir la nouvelle valeur, et c'est pour ça que je vois 3 fois consumer A 2, consumer B 2 et consumer C 2. Donc on a ces trois types d'objets dans RxJS qui nous permettent de manipuler concrètement les traitements asynchrones. La plupart du temps, vous utiliserez des observables simples parce que vous voulez juste déclencher un traitement et attendre que le traitement soit fini avant de réagir en lui passant votre fonction next ou une fonction d'erreur, etc. Ça revient à faire des promesses. Mais dans certains cas, ce qui est difficile à faire avec des promesses, on veut que l'information n'arrive pas uniquement à celui qui l'a demandé, mais que l'information se répande à plusieurs endroits de notre application. Imaginons que je me déconnecte de mon application, j'étais connecté, puis je clique sur déconnecter. Dans ce cas-là, j'ai peut-être plusieurs composants qui devraient être prévenus que je me suis déconnecté. Ma navbar, elle peut vouloir changer le menu, puisque le menu de quelqu'un déconnecté n'est pas pareil.
J'ai peut-être un petit composant qui me dit bonjour utilisateur avec mon nom d'utilisateur qui devrait disparaître. Donc voilà, j'ai peut-être plusieurs composants à prévenir que je me suis déconnecté. Donc pour les cas où on a plusieurs composants à prévenir avec la même information, on ne pourra pas se contenter d'utiliser un observable basique, le plain observable avec ce constructeur observable. On va peut-être devoir utiliser un subject ou un behavior subject et ça nous permet concrètement de faire réagir plusieurs composants à la même information. Donc, voilà, vous verrez que 3/4 des cas, même plus, vous utiliserez un observable simple parce que vous voulez juste gérer un traitement asynchrone en attendant la réponse, mais des fois vous aurez ce besoin de faire du multicasting et vous devrez faire le choix entre est-ce que j'utilise un subject, est-ce que j'utilise un behavior subject, et maintenant que vous connaissez les deux, vous pourrez choisir selon celui qui vous paraît le plus adapté. Alors, il faut savoir que RxJS est capable de transformer en événement à peu près tout et n'importe quoi. Là, on a imaginé que l'événement, c'était une valeur aléatoire tirée par math.random. Donc on avait un observable qui nous émettait qu'une valeur. Si jamais on a une réponse d'un serveur en HTTP, on contacte le serveur HTTP, il nous renvoie une réponse, et du coup on a un observable qui nous émet qu'une valeur. Mais on peut faire des observables qui nous émettent toute une série de valeurs. Si l'observable nous émet toute une série de valeurs, dans ce cas, chaque observeur va recevoir toutes les valeurs. Et à chaque fois que l'observable émet un événement, ma fonction .next est exécutée de mon observeur, ou .error si j'ai une erreur, etc. Donc je pourrais par exemple transformer un tableau de valeurs en une série d'événements. Imaginons j'ai un tableau 1, 2, 3, 4. Je transforme ça en observable et j'y souscris avec un observeur. Et ben mon observeur, oui, va s'exécuter 4 fois. Une fois en recevant l'événement qui était la première valeur du tableau, une autre fois en recevant le deuxième événement qui est la deuxième valeur du tableau, etc. Donc on peut streamer, c'est ce qu'on appelle le stream, c'est cette suite d'événements que va émettre l'observable. Ça aussi c'est quelque chose qui était dur à faire avec les promesses. Ici, si jamais on a plusieurs valeurs à émettre, notre observable est tout à fait capable d'émettre plusieurs événements et notre observeur va réagir à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive. Donc on peut faire ça avec un tableau de valeurs, on peut faire ça avec des événements du DOM, comme par exemple je peux transformer un clic sur ma page en un événement, et je peux dire qu'à chaque fois que je clique sur la page, mon observable émet un événement. Du coup, tous mes observeurs vont pouvoir réagir à chaque clic sur la page. On peut streamer des animations CSS, les requêtes HTTP, c'est l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, une connexion en WebSocket. Une connexion en WebSocket, c'est une alternative au HTTP où on a une connexion durable. Donc on peut s'imaginer qu'on se connecte à un serveur en WebSocket. Ce serveur, il nous émet des valeurs régulières et donc il faudra réagir à toutes les valeurs qu'on reçoit en WebSocket. Dans ce cas-là, on a un stream de valeurs qui nous est envoyé par les WebSockets et on pourra réagir à chaque fois que le serveur auquel on est connecté en WebSocket nous émet une valeur. Ou autre information, on pourrait imaginer de se connecter à des capteurs d'un micro, un joystick, et à chaque fois qu'il y a un mouvement de joystick, on réagit d'une certaine manière. À chaque fois qu'il y a une fréquence qui nous est envoyée dans le micro, on réagit, et on peut streamer concrètement tout et n'importe quoi. Et il y a des fonctions dans RxJS qui sont très variées et qui nous permettent de réagir ou de tout transformer à peu près en événement et de faire qu'un observable puisse émettre cet événement. Donc nous, on va voir par exemple le from. Alors, j'ai pas le bon lien, mais on va aller le chercher. From. Comment marche ce from? Donc from, c'est pour transformer un tableau de valeurs en une suite d'événements émises par un observable. Donc si je fais from 1, 2, 3, 4, 5, ça me crée un observable qui va m'émettre à la suite une fois 1, une fois 2, une fois 3, une fois 4, une fois 5. Alors, du coup, il va appeler ma fonction next de mon observeur 5 fois.
À chaque fois, pour chaque valeur du tableau, il appellera next en passant en paramètre la valeur du tableau concerné. Donc ici, je peux voir que cet observable qui s'appelle array source, je peux donc m'y souscrire en lui passant l'observeur en paramètre. Ici, mon observeur, il fait simplement un console log. Donc je peux voir que mon console log s'est déclenché 5 fois dans la console. Je zoome un peu. Mon console log s'est déclenché 5 fois, une fois en prenant 1, une fois en prenant 2 en paramètre, une fois en prenant 3, une fois en prenant 4, une fois en prenant 5. Donc là, j'ai transformé mon tableau de valeurs en une suite d'événements émises par mon observable. Comme ça, je peux réagir à chaque fois que j'ai un événement de la manière que je veux. Ici, on choisit de réagir en faisant un console log. On a aussi la possibilité de, comme je vous disais, transformer des événements du DOM en événements émis par l'observable. Dans ce cas-là, hop, from event, et on va aller voir un exemple aussi. Alors ici, on utilise from event en lui disant que c'est document, l'élément du DOM qu'on observe, et que à chaque fois qu'on a un clic sur le document, on veut que ça fasse émettre un événement à notre observable. Donc notre observable généré, c'est source, et source va être capable d'émettre un événement à chaque fois que j'ai un clic sur le document. On se souscrit en faisant passer notre même observeur que tout à l'heure, le console log de la valeur. Et ici, on fait une petite transformation pour que ce soit lisible. On en parle juste après. Mais concrètement, à chaque fois qu'on va cliquer, on veut voir apparaître event time et qui nous affiche l'heure de l'événement, ou du moins le timestamp de l'événement. Ici, mon serveur a du mal à démarrer. Je vais essayer de restart tout ça. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que mon observable, à chaque fois que je fais un clic sur l'élément du DOM document, va appeler ma fonction next de mon observeur. Ma fonction next de mon observeur, c'est celle-là. Donc à chaque fois que je clique sur le document, document c'est toute la page, tout le DOM. Donc, normalement, n'importe où je clique sur cette page, ça devrait me faire un console log à l'écran. Je clique et je vois event time 32089. Il m'a bien affiché le timestamp. Donc il m'a bien déclenché l'événement. Et si je reclique, ça fait réagir mon observeur. Et à chaque fois que je clique, ça fait réagir mon observeur. Donc c'est ce qu'on appelle la programmation réactive. C'est-à-dire qu'on propose un observeur qui contient cette fonction next. Et à chaque fois que on déclenche un événement, ici on a décidé que l'événement se déclenchait quand on clique sur la page, et bien notre observeur réagit, d'où le nom programmation réactive, à cet événement. Donc, comme je vous ai dit, on a pas mal d'options. Tout peut être streamé, tout peut être perçu comme un prétexte pour envoyer un événement via un observable. Et on peut faire réagir n'importe quel type d'observeur à ces différents événements émis par notre observable. Dernière chose à voir, après on s'arrête parce que c'est très très lourd, ça nous fera déjà une très très bonne introduction à RxJS. Dernière chose qu'on doit voir, c'est les opérateurs. Donc c'est ce qu'on vient de voir en fait subtilement, je vous en ai pas trop parlé dans l'exemple que je viens de vous montrer, on a des opérateurs. Et ces opérateurs peuvent modifier le stream ou le manipuler. Donc ils sont chaînables. On peut mettre plein d'opérateurs à la suite les uns des autres. Donc on peut facilement jouer soit des scénarios très simples, soit des scénarios beaucoup plus complexes. Ici vous avez la liste officielle des opérateurs. Il y en a beaucoup trop pour tous les connaître. Mais il y a souvent, quand vous avez quelque chose à faire, vous avez le choix. Il y a plusieurs possibilités pour faire le même traitement en utilisant différents opérateurs. Donc il ne sera jamais nécessaire de tous les connaître. Le tout, c'est de comprendre surtout le principe de comment ils marchent et de connaître les principaux. Donc, si on devait représenter les opérateurs, en, en général, l'observateur qu'on va voir pour l'instant, c'est les opérateurs pipeables. Et ces opérateurs, ils viennent s'intercaler entre l'observable et l'observeur. Donc imaginons que mon observable m'émette un énorme objet, d'accord, qui va chercher sur un serveur un objet et l'observable émet tout cet objet. Bon, mais mon observeur, lui, il a besoin que d'une petite information dans cet objet. Bon, bah, ce que je vais pouvoir faire,
c'est que au lieu que mon observeur il reçoive ce très gros objet qui est émis par l'observable, je pourrais rajouter des opérateurs, et comme ça les opérateurs vont transformer la donnée pour moi avant de la laisser circuler jusqu'à mon observeur. Donc on a en fait tout un tas d'opérateurs qui vont exécuter des traitements, comme transformer la donnée, c'en est un exemple, avant de laisser la main à l'observeur qui réagit à ça. Donc imaginons, voilà, mon observable émet le gros objet, mon opérateur A supprime une partie de cet objet, mon opérateur B transforme la donnée restante et mon opérateur C refait une dernière transformation. Du coup, ce que mon observeur va recevoir comme résultat, c'est ce qu'a émis l'observable transformé par tous ces opérateurs. Donc on va voir les opérateurs les plus simples et ça va vous faire une bonne introduction sur les opérateurs. Il faut savoir que les opérateurs, il y en a plein et il y en a des très complexes. Pour ceux qui suivront la formation Angular avancée, on en verra beaucoup plus. Donc ici, imaginons que mon observable m'émette trois valeurs, 1, 2 et 3 à la suite. Donc on utilise from par exemple, et mon observable m'émet 1, puis 2, puis 3. Mon observeur, si je le branche directement sur cet observable, il va recevoir 1, puis 2, puis 3. Et donc il va déclencher sa fonction next 3 fois, une fois en recevant la valeur 1, une fois en recevant la valeur 2, une fois en recevant la valeur 3. Mais imaginons que je veuille pas recevoir ce que m'émet l'observable, mais je veux recevoir 10 fois ce que me renvoie l'observable. Donc je veux voir la valeur que j'ai reçue fois 10. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle faire une transformation à la volée ou faire du mapping de la donnée. Et donc on va utiliser l'opérateur map entre l'observable et l'observeur pour que map fasse une transformation sur cette donnée avant de la laisser circuler jusqu'à mon observeur. Donc ici on lui passe la fonction qui prend une valeur et qui renvoie cette valeur multipliée par 10. Et donc on va intercaler cet opérateur map entre l'observable et l'observeur. Du coup, en fait, ce que recevra mon observeur, c'est plus 1 puis 2 puis 3. Mon observeur, il va recevoir 10, puis 20, puis 30. Alors que mon observable émettait bien 1, puis 2, puis 3. Donc le mapping, ça nous permet de transformer les données avant de les distribuer à notre observeur. Mais on va voir qu'on a plein de types d'opérateurs. Ici, on prend un autre exemple d'opérateur qui sert à transformer de la donnée à la volée, c'est le pluck. Alors le pluck, c'est pour extraire une donnée dans un objet JSON qu'on aurait reçu par l'observable. Donc pour ça, je vais plutôt prendre un exemple réel, ce qui sera plus parlant. Vous voyez ici, dans mon exemple, j'ai un from. Donc ça me génère un observable qui va m'émettre trois événements. Un qui contient cette valeur, ce premier objet, un autre événement qui contient cette valeur et un dernier événement qui contient celle-là. Donc mon observeur va déclencher sa fonction next trois fois puisque mon observable émet trois valeurs. Si je mets pas l'opérateur pluck et que je fais juste .subscribe, dans ce cas-là, je vais recevoir entièrement la valeur qui a été émise par mon observable. Et dans la console, je peux voir que je reçois tout l'objet. Une fois, j'ai reçu l'objet 34 Gary Simon avec les trois attributs. Une deuxième fois, je reçois Jane, donc 34 Jane Simon. Et une fois, je reçois l'objet John, 34 John Simon. Maintenant, imaginons que je laisse cet opérateur pluck et je lui passe en paramètre first. Ce que va faire cet opérateur pluck, c'est qu'il va extraire une donnée de mon objet. Donc ici, vu que je lui ai passé first, il va extraire ce qu'il y a dans la clé first, donc le prénom, first comme first name, et il va me renvoyer que ça en sortie de l'opérateur. Donc, vous remarquez que pour passer un opérateur, on le met à l'intérieur de la méthode pipe. Donc, à l'intérieur de la méthode pipe, je passe tous mes opérateurs. Ici, à l'intérieur du pipe, on passe le pluck. Et donc, il va extraire le first name. Et donc, si je laisse ce pluck, je vais recevoir non plus tout l'objet. Ah, il ne s'est pas remis à jour. Hop, je vais recharger. Si je laisse le pluck, ce que va recevoir mon observeur, c'est plus tout l'objet, mais c'est Gary, Jane et John.
Donc il a bien extrait la clé first de mon objet. C'est une autre manière de transformer la donnée à la volée ou de faire du mapping, on appelle ça. Enfin, on va voir un autre type d'opérateur pour que vous ayez vu des opérateurs de tout type. Et cette fois-ci, c'est pas un opérateur pipeable. Il ne va pas venir s'intercaler entre l'observable et l'observeur. Il va nous servir à construire un observable. Donc c'est ce qu'on appelle un opérateur de construction en opposition aux opérateurs pipeables qu'on vient de voir. Donc cet opérateur de construction, c'est si jamais j'ai deux observables, mais que j'aimerais bien que mon observeur y reçoive les infos de ces deux observables en même temps. Dans ce cas, je vais pouvoir faire appel à merge pour concrètement faire fusionner mes deux observables. Et mon observeur, oui, qui va se souscrire à ce merge de mes deux observables, va recevoir les valeurs des deux observables, alors qu'il s'est souscrit qu'une fois au merge des deux. Si on prend un exemple, on obtient quelque chose comme ça. Ici, j'ai un premier observable qui m'émet une valeur, hey guys. Ici, j'ai un deuxième observable qui m'émet une valeur, how is it going? Donc concrètement, lui m'émet un événement, et ce deuxième observable m'émet aussi un événement, how is it going? Ici, vous remarquez l'utilisation de merge, et je m'en sers pour construire l'observable, je ne m'en sers pas à l'intérieur d'un pipe pour passer mon opérateur entre l'observable et l'observeur. Donc je fais merger ces deux observables, et du coup, le résultat de ça, c'est un seul observable qui va m'émettre les deux événements. Donc, en sortie du merge, j'ai un observable qui va m'émettre l'événement Hey guys et l'événement How is it going. Donc, si je me souscris au merge des deux observables, eh ben, je peux lui passer mon observeur qui fait concrètement appel à addItem. addItem fait quoi? Simplement un console log. Donc, je devrais voir un console log des différents événements que je reçois. Et je vois que j'ai Hey guys, how is it going? Donc, j'ai bien déclenché deux fois la fonction next qui contenait un console log. Donc j'ai bien eu les deux événements. Donc j'ai bien, avec le merge, concrètement, fusionné ces deux observables en un et fusionné les événements de ces deux observables. C'est tout pour ce cette vidéo sur EricJS. Et concrètement, vous voyez que EricJS, ça picote au début, ça fait beaucoup d'informations à rentrer d'un coup, mais c'est très pratique pour gérer l'asynchrone. En particulier si vous codez des composants logiciels de câblage, donc des middleware, ou si vous codez des interfaces graphiques comme avec Angular, c'est très adapté puisque dans ces deux cas, vous allez avoir une source qui provient d'un serveur et vous devez répandre l'information à différents endroits. Donc pour ça, EricJS est très pratique. On met en place de la programmation réactive. C'est concrètement un paradigme de programmation auquel on n'est pas très habitué, de tout voir sous forme d'événements et sous forme de réaction à ces événements à droite à gauche de notre application. Ça fait un gros gap quand on est habitué à uniquement de la programmation synchrone, impérative, qui s'exécute ligne après ligne et basta. Donc c'est normal d'avoir du mal à appréhender le sujet, mais ça va être indispensable de maîtriser ou du moins de comprendre la base de EricJS si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe dans Angular et si vous voulez coder vos applications Angular proprement. D'ailleurs, EricJS est intégré ou suggéré de base dans Angular, mais vous pouvez tout à fait utiliser EricJS dans un projet React, dans un projet Vue. Vous pouvez tout à fait imaginer coder avec du EricJS dans votre serveur, même si c'est adapté plutôt à des interfaces graphiques, donc à des SPA, des applis Angular ou React ou autres. Ça peut tout à fait se coder dans un serveur. De la programmation réactive, on peut l'envisager dans certaines parties de notre serveur. C'est déconseillé pour la logique métier, mais pour toute la transition de notre requête, pour tous les flux de données qui se passent dans notre serveur, on pourrait voir ça en programmation réactive aussi. Donc, essayez de forcer un petit peu le truc. Accrochez-vous si jamais c'est compliqué pour vous. Travaillez ce paradigme de programmation réactive avec EricJS et vous verrez qu'une fois que vous êtes à l'aise avec ça, concrètement, vous aurez un gros plus. Vous serez
concrètement capable de coder des interfaces ultra performantes, ultra propres, et vous commencerez à être vraiment à l'aise avec Angular. Donc, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous ai mis quelques liens utiles. Donc, une documentation sur RxJS. C'est pas le site officiel RxJS. Le site officiel RxJS, il n'est pas très. Il s'explique, il donne des exemples, mais il n'est pas très clair. La documentation est très courte. Et donc, il y a un site alternatif créé par une autre entreprise, ou juste un dev, je crois, qui s'appelle learnrxjs.io et qui est plutôt bien fait. Ça reste compliqué à comprendre, hein, c'est du RxJS. Au début, vous allez quand même trouver ça compliqué, mais je vous recommande d'aller y faire un tour et d'essayer de voir ces différents articles quand vous essayez de manipuler RxJS. Je vous ai aussi mis le tuto officiel ReactiveX. Donc si vous avez envie de creuser un petit peu plus qu'avec les exemples que je vous ai montrés, ou de vous faire des exemples par vous-même, il y a beaucoup d'exemples d'utilisation de différents opérateurs et ça peut vous faire concrètement voir pas mal de possibilités nouvelles avec RxJS. Donc je vous recommande de cliquer sur ce tuto et d'aller creuser le sujet un petit peu par vous-même. Alors comme atelier, je vous ai prévu quelques exercices que j'ai trouvés sur GitHub et qui vous permettent de voir un petit peu toutes les fonctionnalités de base qui sont proposées par RxJS. Donc on reste sur quelque chose d'assez basique, mais si vous maîtrisez ces exercices que je vous propose grâce à ce repo GitHub, vous aurez concrètement déjà de quoi faire tout ce qui est basique en Angular. Et après, libre à vous de creuser un petit peu plus sur RxJS. Donc, voici le lien du repository GitHub. Le but, c'est de réaliser les exercices 1 à 5. On va cliquer. Concrètement, dans le repository, si vous regardez le code, vous avez directement les réponses. Mais le sujet se trouve ici et vous pouvez tout faire juste avec ce sujet. Vous lancez votre projet Angular et vous codez la réponse à ces 5 exercices. Faites attention, dans l'exercice 6, l'API qui est proposée ici est down, donc vous ne la trouverez pas. Vous ne pourrez pas réaliser cet exercice 6. L'exercice 7, si vous voulez le faire, lui par contre, vous pouvez essayer. Il est juste un petit peu plus complexe, donc je l'ai un petit peu omis de l'atelier. Vous trouverez une correction directement dans ce repository et je vous mets un lien vers la correction des différents exercices directement en dessous de cette vidéo dans le cours. Et c'est tout. On vient de terminer cette formation Angular. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce parcours et je vous souhaite bonne chance pour la suite et à bientôt j'espère pour une prochaine vidéo ou une prochaine formation.